Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la page Facebook de Droit et Liberté DL, dans le cadre donc du JT de 13 heures tous les jours, du lundi au vendredi. Nous allons attendre que vous puissiez vous loguer afin qu'on puisse commencer les actualités. Et donc, nous allons en fait commencer par effectivement la décision donc, du président russe Vladimir Poutine qui a annoncé effectivement jeudi donc une opération militaire spéciale en Ukraine pour défendre les séparatistes de l'Est du pays, sans donner de précision effectivement quant à l'ampleur des opérations militaires. Alors il faut savoir que tout d'abord un préambule. Il faut savoir que lundi, donc, il y a effectivement la Russie qui a autoproclamé donc deux zones territoriales en Ukraine pour reconnaître leur indépendance. Et c'est suite à cette reconnaissance d'indépendance qu'effectivement la Russie a décidé donc de faire en sorte à ce que des militaires puissent se retrouver dans ces zones séparatistes. Alors, la question qui se pose est de savoir, parce que, effectivement, lorsqu'on regarde un peu l'actualité au niveau international, et les prises de position de l'OTAN ainsi que de l'Allemagne, de la Turquie, de la Belgique et de la France, ceux-ci considèrent que cette force armée donc, dans ces territoires constitue effectivement une invasion, selon eux, une invasion militaire sur ces territoires, sur ces zones indépendantistes. Alors, suivant certains spécialistes, en fait, il faut distinguer deux choses. La première, c'est concernant les accords de Minsk. Il faut savoir qu'effectivement, en reconnaissant ces donc républiques autoproclamées par Vladimir Poutine, est-ce qu'il n'y a pas une mise à mal des accords de Minsk? Visiblement, oui. Effectivement, il y a une entrave de ces accords, mais il n'en demeure pas moins que la question a été posée de savoir est-ce que cette arrivée des troupes russes dans ces territoires, suite à la reconnaissance par la Russie de l'indépendance de ces zones territoriales, est-ce qu'il y a là une invasion russe en Ukraine? Suivant Carole Grimaud-Potter, il considère que non, en fait, que même si les premiers convois russes ont été aperçus effectivement dans une des zones donc indépendantistes, Donetsk, il n'en demeure pas moins que ces invasions militaires ne doivent pas être considérées comme étant une invasion proprement dite, vu que la région en elle-même a toujours été sous influence de la Russie, qui y livrait déjà des armes d'une manière non officielle. Donc la question qui se pose est de savoir, c'est est-ce que effectivement pourquoi il y a effectivement cette version de dire voilà tiens il y a une invasion russe en Ukraine. En tout cas, la position de la France est de dire que c'est une situation qui est inacceptable. En Belgique également aussi, l'Allemagne également aussi, la Turquie là également s'est positionnée dans ce sens-là. Par contre, nous constatons que la Chine a été plus réservée donc, dans la prise de position. Elle ne veut pas prendre position par rapport à ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais il n'en demeure pas moins que la question qui se pose est de savoir est-ce qu'il n'y a pas là donc pourquoi il y a eu cette tension, pourquoi il y a eu cette prise de position militaire par la Russie. En tout cas, il faut savoir que l'Union européenne avait annoncé que suite à la situation de la reconnaissance de l'indépendance de ces zones territoriales, qu'il allait y avoir, disons, des sanctions financières à l'égard de la Russie. On a voulu débrancher, si vous voulez, la Russie par rapport donc au système de flux donc financier, à savoir le SWIFT, qui met à mal l'économie non seulement des Russes, mais également d'énormément d'entreprises à l'échelle mondiale, parce que effectivement, si les Russes ne peuvent pas recevoir les flux financiers des entreprises étrangères, eh ben, inversement, les Russes ne peuvent pas non plus payer les entreprises étrangères et inversement. Donc il y a un problème fortement économique qui va se passer. Et cette prise de position de l'Union européenne de vouloir débrancher donc les Russes
de ce réseau SWIFT, donc au niveau des transactions économiques entre entreprises commerciales et banques, eh ben, ça a eu des conséquences terribles, c'est-à-dire qu'il y a eu une flambée, effectivement, du pétrole. Donc le pétrole a augmenté énormément de prix, directement, ainsi que le gaz. Et donc ça a aussi pour conséquence, cette flambée de gaz aussi, est liée au fait que l'Allemagne a coupé effectivement le gazoduc qui reliait donc la Russie à l'Allemagne pour le transport, disons, du gaz pour l'Europe. Et donc, cette prise de position de l'Allemagne aura pour conséquence que le prix va fortement augmenter. Alors, il s'agit d'un... Quand on regarde un peu l'actualité qui est présentée par les médias mainstream, on présente la coquille donc, du problème. Hein, la coquille du problème qui est de dire, voilà, tiens, il y a une invasion, il y aurait une invasion de la Russie à l'égard de l'Ukraine. Mais il faut voir un peu qu'est-ce qu'il y a derrière cette coquille. Et en réalité, ce qu'il y a derrière cette coquille, c'est plutôt une peur pour les Occidentaux de voir la Russie prendre une zone stratégique au niveau militaire. Et par ailleurs, la peur de la Russie, c'est qu'il ne désire pas que l'Ukraine fasse partie, disons, de l'OTAN, et donc de la structure européenne, parce que ça constituerait un risque militaire, vu que l'Ukraine est proche, effectivement, des frontières avec la Russie. Donc, en fait, si vous voulez, chacune des parties, les pays occidentaux et la Russie, finalement, ont des craintes, et en réalité, l'Ukraine n'est que, finalement, un simple prétexte pour pouvoir renégocier effectivement les prises de position de chacune des parties. Alors, l'idée, c'est qu'on devait s'attendre à ce que cette armée puisse intervenir effectivement dans ces zones séparatistes. Il faut savoir qu'il y aura probablement que des sanctions financières de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie, mais il faut savoir une chose, c'est que ces sanctions financières auront des conséquences lourdes également pour les entreprises européennes et pour les citoyens européens. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons payer de manière directe ou indirecte ces décisions politiques et économiques qui ont été prises par l'Europe en tant que telle. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important. Alors il faut savoir que la Pologne a fait application de l'article 4, de la Convention, la Convention d'alliance qui vise à faire en sorte à ce que l'OTAN puisse intervenir lorsqu'il y a des risques sérieux à ce que son territoire puisse être menacé. Il faut savoir qu'effectivement, suite à des bombardements dans la zone d'Ukraine, bien évidemment, la Pologne craint que, effectivement, une intervention militaire puisse intervenir dans ces zones et donc fait appel à l'Alliance pour pouvoir déployer l'armée en tant que telle. Mais bon, je pense qu'il s'agit là plus d'un prétexte aussi pour faire en sorte à ce que l'armée de l'OTAN puisse couvrir toute la zone et faire en sorte à ce que on se prépare à une éventuelle riposte d'invasion au-delà des zones ukrainiennes. Mais bon, il en demeure pas moins que ces tensions qui interviennent actuellement visent aussi à relancer les relations diplomatiques. Il faut savoir que Emmanuel Macron a demandé à ce que effectivement l'Union européenne et le Conseil de sécurité puissent se réunir justement pour essayer de trouver une solution, mais une solution qui vise à calmer les jeux de toutes les parties, de la Russie, de l'Ukraine, mais aussi, ce qui est caché, c'est aussi les craintes des Occidentaux, les craintes en tout cas des pays occidentaux qui ne veulent pas que la Russie puisse se positionner militairement pour renforcer effectivement ses positions stratégiques au niveau militaire. Donc c'est ça en fait le vrai enjeu, c'est pas l'Ukraine, c'est pas le pays en lui-même, c'est la situation stratégique au niveau militaire qui pose vraiment problème.
Et donc voilà, parce que l'Ukraine a voulu se rapprocher, c'est ça le problème, parce que l'Ukraine a voulu se rapprocher de l'OTAN, et ça, bien évidemment, ça ne plaît pas à la Russie, tout simplement. C'est ça le vrai problème. Alors, les décisions américaines et de l'Union européenne aura un impact vraiment majeur sur l'économie, en tout cas à court et moyen terme, vu que les entreprises européennes devront travailler avec d'autres entreprises que la Russie, et donc ça signifie tout simplement que les marges de manœuvre seront fortement réduites des entreprises européennes. Prenons le cas par exemple de l'Allemagne. L'Allemagne produit effectivement les véhicules allemands grâce à l'aluminium qui est produite par la Russie. Vous comprendrez très bien que l'Allemagne devra se tourner vers d'autres producteurs d'aluminium avec comme conséquence que le prix va fortement augmenter. Mais quand on parle de la production des chaînes de véhicules, on peut parler aussi de d'autres produits comme les frigos et autres secteurs d'activité aussi. Sans compter le secteur du service qui va également aussi augmenter. Et je pense que ce conflit suivant les stratégies européennes, aura un effet de digitaliser encore plus les services en tant que tels. Je pense aussi que ce qui est caché derrière ce conflit, c'est pas seulement la situation stratégique, mais c'est aussi un bouleversement de la situation de l'économie au niveau européen. Je pense qu'il y a de toute façon, ça c'est une certitude, il y aura une chute de l'économie. Vous avez vu que les actions ont fortement baissé au niveau boursier, et ça, c'était prévisible en cas de décision prise par l'Union européenne à l'égard de la Russie, et il est évident qu'on va rentrer dans une phase particulièrement sombre au niveau économique. Et ça, c'est les décisions des politiciens au niveau européen. Ça, c'est vraiment quand même malheureux qu'on en arrive jusque-là. Est-ce qu'il fallait vraiment tirer la prise, comme je dis, la prise du flux financier par le biais du SWIFT à l'égard de la Russie? Est-ce que ça, c'était quelque chose de stratégiquement intelligent? En tout cas, cette prise de position de l'Union européenne de vouloir débrancher économiquement la Russie vis-à-vis des autres entreprises dans le monde n'a fait que provoquer aussi la Russie à agir dans un certain sens aussi. Et ça, chaque citoyen européen va le payer malheureusement. Voilà, donc ça signifie que le pouvoir d'achat va encore diminuer. Le pouvoir d'achat va diminuer à cause de ces décisions politiques. Alors, au niveau de la Belgique, ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle dit qu'elle elle sanctionne la Russie. En tout cas, elle dit qu'elle n'est pas d'accord par rapport à ce que la Russie a fait, à savoir donc l'intervention des troupes militaires dans ces zones séparatistes. Mais elle propose des casques et uniquement des casques aux Ukrainiens, des casques donc des loupes et autres, justement pour pouvoir effectivement se prémunir par rapport à l'avancée de ses troupes. Mais il ne propose pas d'armes, donc d'armes en tant que telles. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est un double langage, ça? Comment ça se fait que la Belgique, qui produit des armes en tant que telle, ne propose pas à l'Ukraine des armes? Alors, ça signifie très simplement est-ce que ça signifie que ce conflit entre la Russie et l'Ukraine n'avait pas pour but de mettre à mal l'économie européenne par rapport à ce qu'ils veulent faire? Est-ce qu'il y a une volonté? Est-ce que ce conflit armé ne va pas favoriser la stratégie européenne
de numériser effectivement les opérations économiques, de basculer vers la monnaie numérique, de basculer sur des services économiques par Internet et autres. Est-ce que c'est pas ça la finalité? Et donc, est-ce que cette guerre n'est pas vraiment le prétexte pour basculer vers cette volonté de vouloir numériser les services, numériser aussi la monnaie? Et donc, ça signifie que tout ce qui a trait à l'artisanat, tout ce qui a trait aux petites entreprises, bien évidemment, ça va s'effondrer. Donc, voilà. Et alors, comme par hasard, cette situation intervient à un moment où l'Omicron, bien évidemment, n'est plus la star, n'a plus la cote dans les journaux. Hein. Vous savez que l'Omicron n'a plus la cote, vu qu'on va relâcher, en tout cas en Belgique et ailleurs, les mesures sanitaires. Hein. Donc, et on va mettre en avant maintenant cette guerre, justement, pour relancer effectivement les discussions. On essaye d'orienter focaliser l'attention des citoyens vers cette guerre, et en attendant, on nous prépare bien évidemment une modification profonde du système économique et autres. Vous voyez comme quoi il n'y a rien sans rien. Donc il faut toujours voir ce qu'il y a derrière. C'est pas ce qui est devant, pas ce qui est présenté par les médias mainstream, mais voir plutôt ce qui est derrière et les conséquences qui résultent des décisions politiques prises. Alors bien évidemment, il faut savoir que ça sera un beau coup de pub, bien évidemment, ces conflits armés entre la Russie et l'Ukraine va donner un coup de pub pour, bien évidemment, Emmanuel Macron, qui devient là comme étant le sauveur du monde. Donc, en sollicitant effectivement une réunion avec le Conseil de sécurité et l'Union européenne, justement pour calmer les tensions. Il sera là comme étant le sauveur, et comme ça, il pourra mettre peut-être dans son CV pour les prochaines élections présidentielles, il pourra mettre ça sur son CV, par exemple. C'est quand même intéressant, tout ça, je trouve. Et alors, par ailleurs, on voit que Madame Wilmès, qui en tout cas qui se présente comme celle qui va effectivement agir au niveau international par rapport à cette problématique, eh ben, le MR est encore une fois mis en avant. On va dire voilà, que la Belgique a joué un rôle important, donc il faut soutenir la candidature de Madame Wilmès, justement, au sein de l'OTAN, et comme ça, bien évidemment, on peut justifier les places de chacun au niveau des organisations internationales. Je trouve que c'est très bien fait, je trouve. Il faut quand même féliciter les politiciens de bien présenter les choses avec le concours des médias mainstream. Je trouve que c'est quand même pas mal, je trouve. Je trouve que c'est bien réfléchi, je trouve. Je trouve que c'est bien. Mais c'est qui va payer tout ça? C'est qui va payer tout ça? Ce seront encore une fois les citoyens. C'est les citoyens les citoyens vont payer les conséquences des décisions politiques. Et notre rôle à nous citoyens, c'est de prendre le destin en main, parce que si vous espérez que certaines personnes, certains politiciens vont penser à notre situation économique et celle des générations futures, vous vous trompez complètement. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est qu'on va le payer, donc les décisions politiques, à savoir les sanctions financières à l'égard de la Russie, ça va avoir un impact économique à l'égard de toutes les générations futures. Alors quand je vois par ailleurs, alors on va passer sur un deuxième sujet d'actualité, c'est l'histoire effectivement de la Wallonie. La Wallonie est en train de discuter sur des économies à faire en 2022 et 2023, à savoir, elle devra faire des économies à hauteur de 150 millions par an, justement pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Je suis désolé, hein. Je veux dire, si vous faites des économies, et je m'adresse aux politiciens wallons, si vous faites des économies en tirant la ceinture en tant que tel, mais vous prenez en même temps des décisions politiques à l'échelle internationale qui va
mettre à mal encore plus l'économie du pays. C'est pas 150 millions qu'il faudra faire comme économie, mais ça sera peut-être 300 ou 500 millions. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les décisions politiques auront, à l'échelle internationale, vis-à-vis donc du conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, eh ben, aura un impact sur l'économie belge, mais fortement. Donc, voilà, je pense que stratégiquement, voilà, par exemple, la Chine a été prudente. La Chine a été prudente. Elle ne s'est pas positionnée par rapport à la situation parce qu'elle sait le problème. Elle sait que, en fait, elle est hors problème, vu que les conflits qui existent entre la Russie et l'Occident, par rapport à cette position stratégique, donc de ces deux territoires séparatistes, ben, ne concerne pas vraiment la Chine. Et donc la Chine se dit, moi je me lave les mains, moi je me retire de cette position, ben, parce que très simplement, elle ne va pas mettre à mal l'économie de son pays, c'est-à-dire de la Chine, pour un problème qui ne le concerne pas en réalité. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Et donc l'économie de la Chine ne va pas être mise à mal. Mais donc c'est ça qui est regrettable, c'est qu'on aurait pu voilà, essayer de trouver des solutions pour justement éviter ces tensions diplomatiques, mais le fait c'est que l'Union européenne a jeté de l'huile sur le feu, hein, en disant qu'il allait prendre des sanctions économiques, ce qu'ils ont fait bien évidemment par le biais de l'Allemagne. Eh ben, ça n'a pas plu à la Russie, et donc nous allons payer les pots cassés grâce encore une fois aux politiciens. Alors, aux politiciens belges, hein, donc, qui est à leurs cousins, hein, donc les Français en tant que tels. Voilà, alors une dernière actualité, c'est effectivement, vous savez que cette prise de position politique à l'échelle internationale a un impact bien évidemment sur l'augmentation des prix. Ça va flamber, je vous dis, le gaz, attendez-vous, ça va flamber, mais quelque chose que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Alors c'est quelque chose de terrible. Et alors, ici on voit que on se repositionne en Belgique par rapport à la sortie du nucléaire. On se repositionne parce qu'effectivement, en 2003, il avait été décidé par les politiciens de sortir du nucléaire. Mais moi, je ne comprends pas comment est-ce possible que la Belgique a vraiment une puissance, en tout cas, elle a la possibilité d'avoir une indépendance au niveau énergétique, et elle prend des décisions de sortie du nucléaire avec comme conséquence d'être dépendant des autres pays. Et donc dépendant aussi de la fluctuation du prix de l'énergie. Moi, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas comment est-ce possible que ces politiciens ont décidé de sortir du nucléaire avec des conséquences dramatiques, à savoir une dépendance. Et ça, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de discuter? Ils se disent, ah non, maintenant, on va garder les deux derniers réacteurs nucléaires, on va les garder en Belgique, on va les garder, parce que sinon, la situation risque d'être catastrophique. Évidemment, s'ils suppriment les deux dernières centrales nucléaires, en tout cas, les deux centrales qui sont encore actives, eh ben, vous pensez très bien que l'énergie sera impayable. Donc, ils sont obligés maintenant de revenir en arrière, et les politiciens reviennent en arrière, justement, pour maintenir les centrales nucléaires en tant que telles. Et ça, c'est grâce aux écologistes, hein, grâce aux écologistes qui ont voulu rendre esclave la Belgique vis-à-vis des autres États qui produisent de l'énergie, hein, donc comme l'Allemagne, la France et bien évidemment la Russie. On a voulu rendre esclaves les Belges par rapport à cette énergie, et on en paye les pots cassés. Voilà. Et donc voilà. Et donc cette guerre, en tout cas cette tension entre la Russie et l'Ukraine aura l'avantage de maintenir, effectivement, de reconsidérer la position des politiciens par rapport à la fermeture donc, de centrales nucléaires. Donc voilà, donc, je tenais à vous tenir informé de ces actualités en tant que telles.
Donc, on se revoit donc demain à 13h, par rapport au JT. Donc, j'espère que ça vous a permis donc d'avoir une vue un peu plus éclairée que de ce qui se passe, en tout cas dans les informations qui sont diffusées dans les médias mainstream, qui ne parlent que de la coquille, sans tenir compte de ce qui se passe à l'intérieur de la coquille, qui est en réalité l'information la plus importante. Voilà, mes chers amis, à demain, 13h, pour les prochaines actualités. À très bientôt. Au revoir.